Quand on pense à Apple aujourd'hui, l'erreur, c'est de voir un simple fabricant de téléphones ou d'ordinateurs. Non, il faut plutôt imaginer une forteresse, une citadelle stratégique où chaque brique, chaque service, la moindre ligne de code a été pensée pour renforcer tout le reste. Mais cette forteresse, qu'on croyait imprenable, subit aujourd'hui des assauts de toutes parts. Alors la question est simple. Est-elle vraiment construite pour durer ? On connaît tous cette citation de Steve Jobs, mais ce n'est pas juste une phrase inspirante, c'est le principe même qui a permis le retour incroyable d'Apple, et la création de son modèle économique si particulier. Une philosophie de contrôle absolu pour atteindre une certaine idée de la perfection. Et c'est ça aujourd'hui sa plus grande force, mais aussi sa plus grande vulnérabilité. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va déconstruire ensemble l'empire Apple. D'abord, le retour de son architecte, puis la construction de son fameux jardin clos. On analysera son incroyable machine à cash, son avance technologique, les attaques qu'il subit aujourd'hui, et on se demandera si ce jardin peut vraiment survivre avec des portes ouvertes. Pour bien saisir la stratégie actuelle d'Apple, il faut absolument faire un retour en arrière. On est en 1997. L'entreprise est au bord du gouffre, à quelques semaines, peut-être quelques mois, de la faillite. Le retour de son cofondateur Steve Jobs, ça ne va pas être un simple sauvetage. Non, ça va être une refondation complète. L'idée de génie de Jobs, c'est ce qu'on appelle l'intégration verticale, c'est-à-dire le mariage total entre le matériel, le logiciel et les services. Il a dit stop au modèle du PC, qui est une sorte de puzzle où chacun assemble des pièces de marques différentes. Chez Apple, tout serait pensé et conçu en interne, pour une harmonie parfaite. C'est ça, l'ADN de la forteresse. Et cette philosophie du contrôle total, eh bien, elle a un nom. C'est une métaphore qui est devenue la clé de voûte de toute la stratégie d'Apple, le jardin clos, ou walled garden en anglais. Et l'image décrit parfaitement ce que la marque veut offrir. Concrètement, un jardin clos, c'est quoi ? C'est un environnement magnifique, c'est vrai, parfaitement entretenu, super intuitif et sécurisé. Mais c'est aussi un environnement dont il est très difficile de sortir. Le but, c'est de créer une expérience tellement fluide que l'utilisateur n'a aucune raison et même plus l'envie d'aller voir ailleurs. C'est une prison dorée, mais une prison dans laquelle on est content d'être. Et voilà comment ce jardin est construit pièce par pièce. L'iPhone, le Mac, l'Apple Watch, ce ne sont pas juste des produits indépendants, ils se parlent entre eux, de façon presque magique. Sur iMessage, un message qui passe du vert au bleu, ça veut dire « bienvenue dans le jardin ». Une photo prise sur l'iPhone apparaît comme par magie sur le Mac grâce à iCloud. Quitter Apple, c'est renoncer à tout ce confort. Du coup, le coût pour en sortir n'est pas que financier, il est psychologique et technique. Il est juste énorme. Alors, une fois que tout le monde est bien au chaud dans ce jardin, comment est-ce qu'on gagne de l'argent ? Eh bien, en contrôlant la seule porte d'entrée, l'App Store. C'est le pont-levis de la forteresse. Et pour le traverser, il faut payer un droit de passage. Ce chiffre, on l'a tous déjà vu, 15 à 30%. C'est la fameuse commission qu'Apple prend sur quasiment toutes les transactions. Un achat d'appli, un abonnement, un bonus dans un jeu, Apple prend sa part. Ce n'est pas juste un impôt. C'est un véritable péage numérique qui a enrichi Apple de façon colossale, mais qui a aussi et surtout dicté les règles du jeu de toute l'économie mobile. Ce graphique est passionnant, parce qu'il raconte une histoire. Regardez bien cette courbe verte, celle des services. Vous voyez son ascension fulgurante ces dernières années ? Elle est en train de devenir une source de revenus aussi importante que l'iPhone lui-même. Ce n'est plus juste un petit plus, c'est le nouveau cœur du réacteur économique d'Apple. Et il est alimenté par ce fameux péage. Et les résultats sont vertigineux. Pour se donner une idée, on parle d'un chiffre d'affaires qui dépasse le PIB de pas mal de pays. Cette puissance financière n'est plus seulement tirée par le matériel, aussi iconique soit-il. Non, elle vient de plus en plus de ce bijou, cette machine à cash que sont devenus les services. Il y a un troisième pilier à cette forteresse, plus récent, mais tout aussi crucial. C'est une décision qui a été prise il y a une dizaine d'années, concevoir ses propres puces, son propre cerveau électronique. C'est le début de l'aventure Apple Silicon. On a eu la M1, puis la M2, la M3. Ça a été incroyablement rapide. Chaque nouvelle puce n'était pas juste une petite amélioration. Non, c'était un pas de plus, un pas calculé pour creuser l'écart avec la concurrence et créer un avantage que personne d'autre ne pouvait attendre. Et c'est là que tout se joue. En maîtrisant le matériel, le logiciel et la puce, Apple atteint un niveau d'optimisation que ses concurrents ne peuvent qu'espérer. Les fabricants de PC, en gros, ils font leur shopping. Un processeur chez Intel, une carte graphique chez Nvidia, etc. Apple, non. Apple conçoit un système unique et totalement cohérent. Le résultat, c'est une expérience que personne ne peut reproduire. Ça renforce encore l'exclusivité de la marque.
Sauf que voilà, cette forteresse, aussi parfaite soit-elle sur le papier, fait face à sa plus grande menace. Et ce n'est pas un concurrent comme Samsung ou Google. Non, l'adversaire est dans tout autre genre. C'est l'Union européenne. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas juste une série d'incidents isolés. C'est une stratégie, une véritable escalade. D'abord, on rédige la loi, le fameux DMA. Puis, une amende record après une plainte de Spotify. Ensuite, une nouvelle enquête pour vérifier si la loi est bien appliquée. Et pour finir, une décision fiscale énorme. Le schéma est clair, la pression est devenue systématique et elle frappe au cœur de la forteresse. Et ça nous amène au cœur du problème. D'un côté, il y a ceux qui disent qu'Apple offre une expérience inégalée en termes de sécurité et de simplicité. De l'autre, ses détracteurs, et notamment la Commission européenne, qui voient ce genre d'enclos comme une prison qui étouffe la concurrence. La question est, où se trouve la vérité? La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Apple préfère payer des amendes de plusieurs milliards plutôt que d'ouvrir un peu les portes? La réponse, ce n'est pas juste une question d'argent. Il s'agit de protéger le principe même de leur modèle. Pour Apple, autoriser des App Store alternatifs, c'est comme faire entrer le loup dans la bergerie. Ça briserait la cohérence, la sécurité, la simplicité, bref, tout ce qui fait leur avantage. C'est une bataille existentielle pour eux. Alors, la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que ce modèle peut vraiment tenir le coup? Parce que le siège européen, il commence à avoir des effets très concrets. On voit des fissures apparaître dans les murs de la forteresse. Et en fait, les brèches, on les voit déjà. Le passage obligé à l'USB-C, ça a mis fin à des années de connecteurs propriétaires. En Europe, on voit arriver des magasins d'applications alternatifs comme AltStore, même si, soyons honnêtes, Apple fait tout pour que ce soit compliqué. La question, ce n'est plus de savoir si Apple va changer, mais plutôt jusqu'où l'entreprise peut s'ouvrir sans perdre son âme, sans que son jardin si parfait ne se transforme en un champ ordinaire. Au fond, c'est tout le dilemme d'Apple aujourd'hui. D'un côté, défendre le modèle qui a fait son immense succès, de l'autre, s'adapter à un monde qui réclame de plus en plus d'ouverture. L'une des entreprises les plus puissantes au monde est à la croisée des chemins, et l'avenir de sa forteresse n'a jamais semblé aussi incertain.